t'est venue l'idée de créer les reflets d'acide? Alors, c'est un hobby qui a dégénéré. Au départ, au départ, on faisait un JDR qui s'était inspiré de l'œil noir qui s'appelait Reflet d'acier. Et moi, on écoutait évidemment le Donjon de Nullbuck. Il devait y avoir 2-3 épisodes à l'époque. Et pour m'amuser, j'ai dit tiens, je vais essayer. J'ai un micro, je vais essayer de faire des petites voix pour nous contrefaire nos personnages dans notre univers, dans la ville que j'avais créée, un truc qui s'appelait Mander Alcor. Bon, bref. Et donc je fais mon petit truc. Ça amuse un petit peu mes camarades, mais c'était pas au niveau de Nullbuck, loin de là. Et il y en avait un qui était un petit peu loin, et quelqu'un a partagé le lien sur un forum. Et donc là, il y a plein d'autres personnes qui sont venues écouter cette horreur que j'avais faite en un après-midi, parce que c'était vraiment juste pour rigoler. Donc là, c'est la honte qui m'a poussé à me dire non, mais alors si c'est écouté par des gens qui ne connaissent pas, je vais refaire un peu mieux, parce que c'est. Et donc, eh ben voilà, petit à petit, c'est la honte qui m'a poussé à continuer. D'accord, c'est assez curieux comme façon de commencer. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après j'étais très isolé. J'avais pas mes camarades autour de moi. J'étais dans une petite station balnéaire. Il y avait un habitant l'hiver et 100 000 l'été. D'accord, oui. Voilà, donc j'étais vraiment un petit peu esselé, et donc je continuais mon petit truc, et je les voyais de temps en temps. Je faisais de la route pour aller les voir le week-end pour faire du JDR de notre jeu de rôle. Donc, et voilà, et petit à petit j'ai continué donc à faire et j'ai commencé à céder à mes travers. Mes travers, c'était finalement de la rhétorique. J'aime bien la musicalité des mots. J'aime bien faire des recherches sur des mots que personne ne connaît, parce que j'aime bien ressortir des trucs qui n'existent plus, et on sait pourquoi. Et je me suis dit, bon, personne va écouter ça, parce que les Alexandrins, c'est pas possible. Et finalement, ça a plu. C'est ça qui a fait toute la popularité, au final. Tout repose sur ça. Tout le monde a toujours une petite réplique des reflets d'acide. Enfin, en tout cas, moi qui joue à pas mal de MMO, j'ai toujours quelqu'un qui me ressort des phrases des reflets d'acide. Des petits trucs qui ressortent, mais c'est un accident. C'est un accident. Ce n'était pas prévu comme ça. Il y avait rien de prémédité. La force des forums à l'époque aussi, c'était un truc de fou. Hein. Tout pouvait se créer, et se détruire aussi sur les forums. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait pas il y avait des limites, il y avait des contraintes, puisqu'elles étaient physiques. Pour partager, comme j'ai dit, 5 mégaoctets, c'était pas beaucoup. Après 2004, 2005, ça commençait à être un peu plus facile de partager des choses, mais voilà. Et donc il y avait les forums de discussion pour ça. On avait un petit site qui s'appelait Synopsite, parce qu'à l'époque on partageait des synopsis de jeux de rôle. D'accord. Et voilà. Et après c'est parti là-dessus. Voilà. Donc au final, tout a démarré avec un jeu de rôle. Oui. Qui avait un nom qui t'a inspiré. Le nom du coup de l'audio, parce que c'est vraiment la parodie de ce qu'on faisait. C'est ça. Mais c'était très privé joke, comme on dit, et voilà. Et puis voilà, ça continuait. Ça c'est arrivé que donc ensuite l'éditeur du Donjon de Nullbuck m'a contacté pour faire la BD. Je lui ai dit évidemment non. Je me suis dit, mais non, c'est n'importe quoi, ça va faire des bulles façon. À mon esprit, il y avait beaucoup de texte, mais en fait tout est très découpé. Voilà. Et finalement, au bout d'un an, j'ai dit oui. Il était content, du coup. Et ça a été bien aussi, parce que du coup, j'ai un dessinateur, Fabien Almasso, qui lui a cerné les personnages. Moi, j'avais pas vraiment d'idée. Moi, j'avais les voix, bon, mais j'avais pas le physique des personnages. Donc lui, il avait tout de suite il avait imaginé. Croqué, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un autre travail. Et la BD a ouvert la voie aussi aux invitations dans les conventions. Bah oui, et à partir de là, j'ai pu rencontrer plein de personnes formidables, notamment John Lang avec le Donjon de Nullbuck, les noobs, évidemment. Donc il y a eu des coups de foudre amicaux comme ça qui sont nés. Oui, en même temps, vous êtes vraiment dans le même domaine. Donc, oui, mais je veux dire, après ça passe ou pas. Mais là, vraiment, ça aurait pu ne pas passer. En plus, avec John, on a eu la chance avec Pétulia d'être ses cobayes pour le Donjon de Nullbuck. Le JDR, donc une fois par mois, les mercredis, on essaye de se retrouver évidemment sur Roll20 pour jouer nos personnages. Bon, moi j'ai un personnage qui s'appelle Yanoche, qui a une voix insupportable et qui est un prêtre d'îlot évidemment, qui essaye de soigner tout ce groupe de bras cassés. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que le JDR, c'est toujours une inspiration? Oui, mais bien sûr. Le JDR, c'est toujours quelque chose qui nous plaît. Mais le JDR Reflet d'acier, non, parce qu'il était tellement complexe.
C'était pas du niveau de rôle master, mais on avait 10 pages de personnages. Enfin, c'était très lourd. C'était très lourd. Très lourd comme. On est passé à une époque où on a besoin d'un peu plus de choses qui vont vite aussi encore pour le JDR. Il y a eu des JDR extrêmement complexes, très simulationnistes à l'époque des années 80. Ouais, il y a eu un peu de tout dans les 80 au niveau des jeux de rôle. Il y a même eu le jeu de rôle de Dallas. Ah oui. Voilà. Bon, il y a eu un jeu de rôle avec 36 points d'impact pour savoir où tu touches après. Ok, à la force de la balle, le truc. Ok, voilà. Non, il y a eu des choses assez folles. Là, on attend d'avoir un peu plus de facilité pour un jeu de rôle. Mais ça continue. On continue à jouer au Donjon de Nullbuck, à l'Appel de Cthulhu. Là récemment avec Grimoire et Tentacus, c'était le 1er avril, on a joué les Schtroumpfs. Bon, pourquoi pas, Il y a des choses à dire, il y a un lore. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ça. Ça, on a beaucoup Schtroumpfé. Par contre, du coup, des univers ultra variés. Mais oui, bien sûr. Mais le premier jeu de rôle, moi, c'est l'Appel de Cthulhu, quand même. Mais j'aime bien le côté, le côté Lovecraft. Souvent détourné. Moi, j'aime bien le détourner un peu, mais voilà. Mais ça reste. T'es un peu le rôliste qui est tout le temps en train de faire des conneries. Oui, ça non, j'aime bien les mystères, les trucs un peu, surtout quand quand il y a une vraie ambiance posée, les jeux ambiance, du coup, c'est bien ton truc. Ça peut être pas mal. D'accord. Tu as senti quelque chose qui s'est passé autour du JDR là, ces dernières années, forcément, Stranger Things, etc. Est-ce que ça a été pour le bien ou pour le mal ou... Mais c'est comme tout, il y a de tout. Je veux dire, après, il y a des personnes qui s'y investissent d'une façon que moi je n'ai pas. Moi, je m'y investis pour jouer, pour m'amuser. Il y en a qui ont mis quelque chose d'autre. Ils ont mis des combats, une sorte de psychologie nécessaire, une sorte de recherche d'égalité qu'on n'a pas dans le monde réel. Ça me semblait toujours un peu étrange, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, mais que je ne vis pas. Donc, mais je comprends que ça puisse se faire comme ça. Mais pour moi, le JDR, c'est l'amusement, le côté on frissonne un petit peu comme si on était autour d'un feu de bois et qu'on essaie de se raconter des histoires. Etc. Mais c'est se raconter des histoires et s'amuser de ça, rire, trouver des moments de faille. Il y en a d'autres, et ça peut être très bien aussi, c'est des moments d'émotion où ils travaillent sur leurs propres émotions, mais parfois ça peut aller trop loin. Après, chacun peut avoir aussi ses limites. Et là, je comprends aussi que dans des JDR qui sont sur des festivals comme ça, quand on connaît pas le MJ, quand on connaît pas les joueurs, chacun peut avoir des failles, peut avoir eu des traumatismes, etc. Donc là, il y a par exemple la carte X. J'avais vu ça sur Nantes. J'avais fait un JDR et ils nous avaient expliqué qu'à un moment donné, j'atteins un sujet qui vous touche. Vous me dites juste carte X et j'arrête ma description. Par exemple, sur un suicide, etc. Ce qui peut rappeler des choses très, très douloureuses. Et oui, on vit pas les mêmes choses. Et là, ça, je comprends très bien aussi. Mais pour moi, effectivement, qui ai la chance de pas avoir trop de traumatisme, de soucis, mais c'est vrai. Ben pour moi, ça reste un amusement. Mais voilà. Donc l'investissement n'est pas forcément le même d'une personne à une autre. Selon le vécu de chacun, etc. Parce que ça reste jouer un rôle. Donc tout se respecte, bien sûr, mais voilà. Après, c'est comme tout. Il faut trouver la bonne table pour pouvoir se lâcher sans se dire attends, est-ce que je suis politiquement correct par rapport à quelqu'un? Oui. Il faut connaître un peu les gens autour de la table pour que ce soit vraiment agréable pour tous. Vraiment se lâcher. Après, s'il y a cette angoisse de se dire, est-ce que les autres vont croire que je suis comme ci alors que pas du tout, ça, c'est l'autre risque. Mais quand on est bienveillant, en général, c'est une question qu'on se pose et après ça passe. Mais tu rentres dans un personnage aussi. Il y a un moment, bien sûr. Quand on est dans un jeu de rôle, faut comprendre aussi qu'on est un personnage, qu'on n'est pas. Mais c'est ça. On n'est pas une vraie ordure, on n'est pas un vrai barbare, on n'est pas. Tout à fait. Exactement. Voilà, là, il y avait un jeu de rôle qu'on avait fait, ça s'appelait peut-être Némésis, je sais plus, je suis pas sûr. Mais bon, en fait, on était réincarné dans une personne qu'on connaissait pas. Et on découvrait qui on était. Et j'avais un ami qui s'est retrouvé dans la peau d'un serial killer de petites filles ou comme ça, il a pas pu. Là c'était trop. Là pour le coup, c'était trop et il n'a pas pu. On a arrêté le truc. Bon. Donc je comprends qu'on ait aussi nos limites. Il faut pas que le JDR soit non plus dérangeant pour certains. Mais il faut pas en attendre non plus une sorte de thérapie. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et certains essayent de mettre quelque chose parfois un peu trop dans l'émotionnel. Ouais. C'est ça. On perd un peu ce côté
Oui, bon enfant, quoi. Bon enfant. Ça reste bon enfant, normalement. Et du coup, quand t'enregistres, justement, forcément, les JDR que tu fais t'inspirent pour l'enregistrement. Ouais. Mais est-ce que, du coup, tu essaies un petit peu de reproduire le caractère de certains de tes collègues? Oui, au départ, c'est ça. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait pas mal de gros mots au départ, parce que je reproduisais quelque chose d'assez... Après, c'est pas trop mon truc, les gros mots. Alors après, je les ai enlevés. On m'a dit, mais tu t'es un peu... Oui, mais ouais, mais c'est pas trop mon truc. Alors moi j'ai mon nain qui dit à mon elfe toujours ta fiole. Et le terme à l'époque en 2002. Ouais. Là aujourd'hui. En 2002, bon ben voilà. D'autant que moi, je l'avais mal compris à l'époque. Pour moi, comme on me traitait de tafiole parce que je n'avais pas de barbe, je suis désolé messieurs, je suis le seul glabre imberbe parce que j'avais des traits un peu féminins, etc. Donc on me traitait de tafiole, mais je le prenais pas mal. Je me disais bon, il y a pas de, ouais, c'est juste, je suis un peu féminin, d'accord, bon, comme les elfes. Et après, quelqu'un avait rigolé de ça en me disant ouais, t'as vu les tafioles, machin. Je suis allé chercher le terme et merde, c'est pas tout à fait ce que j'avais envisagé. Ah mince. Alors du coup, dans la saison 2, là, pour expliquer quand même, à un moment donné, donc il y a Zarakai qui retrouve Enoriel en rêve parce qu'ils sont séparés. Et donc il y a Zarakai qui veut être sûr que c'est bien Enoriel et donc l'autre lui dit le mot code entre eux c'est tafiole. Et donc j'explique quand même que pour le nain c'est pas du tout le terme très vulgaire que ça signifie quoi. Donc comme quoi, là aussi. Ça évolue avec son temps. Ça évolue avec son temps, mais je me suis pas pour autant arrêté. C'est-à-dire que voilà, c'est bon enfant. C'est pas non plus. Il faut pas y chercher du fascisme ou que sais-je, du wokisme ou du. Non, ça, moi, je suis assez nuancé comme garçon et ça reste assez nuancé. Du coup, tu as déjà eu des problèmes avec des propos. Non, enfin, personne t'a jamais rien reproché par rapport à tout ça. Non, du tout. Mais après le short qu'on va faire là et qu'on va partager partout, là il y aura des problèmes. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on a parfois besoin de justifier un peu notre position. Est-ce que vous riez bien avec une personne qui est en phase avec vos valeurs ou pas ou pas? Alors, et ça aussi c'est intéressant. Enfin, ça c'est un débat qui reste majeur, c'est-à-dire l'humain et le créatif. Est-ce que les deux sont parfois quand on sait ce que fait le créatif, est-ce qu'on peut vraiment admirer le créatif ou pas? Bon, moi, j'ai pas de cadavre dans mes placards. Ça va, rien à se reprocher. Enfin, tous les créatifs ont dit ça, j'imagine aussi. Donc, bon, bref, voilà. On ne sait pas comment se défendre ici. Mais c'est vrai, il y a ce côté. Ah voilà, ça c'est voilà. Je ne sais pas. On a fait peut-être quelque chose qui. C'est pas nous. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté. On est dans une époque où on a une suspicion aussi de. Est-ce qu'on rit bien avec c'est pas facile. Oui, des fois on n'ose pas rire de peur d'être jugé par rapport à quelque chose, bien sûr. Voilà, bon. Donc bon, avec Reflet d'Acide, pas de problème. Avec Donjon de Nullbug que je connais bien aussi, avec les noobs, il n'y a pas de souci. C'est des personnes tolérantes, bon enfant, voilà, c'est cool. En adéquation avec tout ce que t'aimes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et toi, à quel moment tu t'es dit, les reflets d'acide, en fait, ça peut être plus que juste une passion, purement une passion. Moi, je l'ai gardé toujours comme une passion. C'est-à-dire, j'ai un métier à côté qui me plaît pas, mais ça me permet justement d'apprécier ma passion. D'accord. Je trouve que c'est bien de l'admettre. Hein. Ah oui, pour apprécier le miel, il faut du vinaigre. C'est bête, hein, mais. Bien sûr. Quand tout n'est que chouette, machin, mais tu n'as plus de contraste. Il faut du contraste. Et parfois même, je me dis, tiens, là, je suis un peu malheureux. Attends, je vais relativiser ma position. Attends, t'es dans un pays qui est pas en guerre, dans un truc où tu peux librement penser plein de choses. T'as avec une veille. Prendre du recul, ça c'est hyper important. Mais même par rapport à sa passion. Et ceux qui ont fait de leur passion un métier, en fait, c'est dur aussi parce qu'ils sont toujours dans ce truc-là. Et à mon échelle, je le vois. Le moindre truc, je n'arrive même plus à me poser pour un livre, etc. Je me dis déjà, tiens, je pourrais créer un truc. Ouais. Quand ça devient, je sais pas, un youtubeur, etc., qui doit produire, etc. Waouh, c'est dur. T'as pas de vacances en fait, t'as jamais de vacances, t'es tout le temps obligé de bosser, d'être à la page. C'est vrai que c'est difficile. Fabien Fournier et John Lang, qui vivent de leur passion, mais ils n'ont pas pris de vacances depuis des années. Oui, voilà. En fait, le problème, je pense que c'est que tout devient du contenu, tout devient une possibilité de faire quelque chose.
de travailler. Si tu disparais 2 semaines, c'est fini en fait. Enfin là, faut tout relancer toute la machine. Les gens comprennent pas. Oui. Alors moi, je disparais des années. Après, tiens, il a sorti l'épisode au bout de 4 ans, mais c'est bon, allez, hop, c'est reparti. Mais c'est fou qu'il y ait des gens qui me suivent malgré tout. Mais du coup, tu peux te permettre d'avoir un rythme comme tu le sens, justement parce que tu as quelque chose derrière et que tu vis pas uniquement de ça, quoi. C'est vrai que la liberté de se dire, je n'ai pas de format imposé. Je n'ai pas de durée d'épisode imposée. Je peux faire 10 minutes si j'ai une super chute ou 1h50 parce que j'ai tout à développer avant. C'est une liberté géniale. Et j'ai pas de contraintes là-dessus. Et ces périodes où tu fais moins vont peut-être aussi t'apporter plein, t'enrichir, vu que t'es pas le nez dans le guidon. C'est ça. Donc, tu as plein d'idées et tu as le temps de te dire, celle-ci elle est bonne, celle-ci elle est moins bonne, alors que des fois, quand tu dois produire, bah, des fois tu sors des trucs, mais t'es pas hyper satisfait, mais tu dis là, il faut que je sorte. Exactement. Et là, le fait est que, par exemple, alors là, j'ai sorti donc le premier épisode, la saison 2 en 2022 déjà, 31 décembre, on va dire 2023. Bon, mais et ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de l'épisode, c'est un film, Bullet Train, bon, qui était sympathique. On reste un petit peu, et puis la musique de fin, elle s'accélère, et là, tout de suite, je vois la scène de fin de mon truc. Ouais. Voilà. Là, je me dis, ça y est. Je sais comment je vais terminer mon épisode. Parce que moi, je me mets toujours dans la position de l'auditeur. C'est-à-dire, je ne sais pas où je vais. Et je fais un puzzle à l'envers. C'est-à-dire qu'après, je raccroche tous les wagons, comme si ça avait été pensé depuis le début. Oui. Et là, c'est intéressant quand je trouve le système qui me permet de, voilà. D'accord. Donc, je fonctionne comme ça. C'est le côté un peu jardinier, quoi. C'est vraiment, t'as pas du tout le côté architecte. Faut que tout soit cadré. Mais j'aime beaucoup le côté, je trouve un super coup de théâtre. Mais moi-même, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Mais ça, moi, ça m'arrive souvent et on me dit, ouais, je l'avais vu ta fin. Mais je dis, comment tu as pu voir ma fin alors que même moi, au dernier moment, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ouais, mais c'est ça qui est chouette dans la création, en fait. Oui, parce qu'en 2002, j'appelle ça, à un moment donné, il y a Rwandral qui sait pas comment il appelle sa quête, il dit la quête sans nom. Ok, voilà. La quête sans nom. 22 ans après, c'est ça. J'ai trouvé pourquoi elle s'appelait la quête sans nom. Oui, c'est des petites c'est fou. Et puis après, tu te dis, tiens, tiens, il y avait ça pourrait être une bonne idée. Du coup, ça a fait sens et ça a touché beaucoup de monde. Donc ça, oui, en plus. Ouais. Alors là, c'est encore. La fin de la saison 1, il y a beaucoup de gens qui m'en ont voulu, qui ont pleuré. Mais, je savais pas que j'allais faire une saison 2. D'accord. Donc voilà, mais c'est chouette, quoi. Bah oui, c'est un processus de création très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, mais c'est intéressant. Effectivement, de pouvoir travailler à côté, ça te libère l'esprit de toutes ces contraintes que tu pourrais avoir sinon, et peut-être bouffer ta passion, effectivement. Ouais, c'est compliqué d'avoir un équilibre à ce niveau-là, je trouve. Et puis quand tu es créateur aussi, il y a un moment où tu as des zones, moi j'appelle ça des zones blanches, des moments où tu peux plus créer, tu n'y arrives plus. Non, c'est ça. C'est vraiment, tu es fatigué, tu as besoin d'une pause, quoi. Donc quand tu en vis, bah tu peux pas, c'est impossible. Et là, c'est dur. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à une interview d'Alexandre Astier. Alors je ne sais pas chez qui, mais il expliquait que lui c'est son métier. Alors il fait à manger, il mange, il faut qu'il trouve, ça va venir, mais il est en pleurs, quoi. À la fin de l'interview, il est en pleurs parce que c'est presque, c'est douloureux de créer. Il sait qu'il doit créer un truc, il faut que ça tombe, il faut que, c'est dur là. Ça, c'est très très dur. Je comprends, c'est très très dur. Donc voilà. Donc moi je suis pas à ce niveau-là. Ouais. Ouf, c'est bon. Oui, et ça te soulage pas mal. Mais du coup, si demain tu voudrais vivre uniquement des reflets d'acide, est-ce que ce serait possible à tes yeux? Non. Alors déjà la saga elle est gratuite de base. De base aussi parce que la liberté que je me suis autorisé, c'est jamais la commercialiser. Donc comme le Donjon de Nullbuck, voilà, comme les vidéos de Noob, hein, on vient du gratuit là, ce qu'il y a, c'est que la liberté que je me suis autorisé à prendre, parce que normalement j'ai pas le droit, c'est de prendre des musiques que j'aime. Parce que les musiques que j'aime, je les mets en valeur. C'est pas pour m'en servir. Parce que c'est gratuit, justement. Non. C'est parce que c'est des musiques qui me parlent. Par exemple, j'ai fait une scène. C'est une musique de Samuel Barber. Je sais plus trop le titre. School of Shelley. Bon. J'avais une scène en tête depuis mes 16 ans, on va dire. Et j'avais à cause de cette musique. Et j'ai pu la coller pour Reflet d'acide dans l'épisode 13, je crois. Et c'est la transformation de Bélial en archange à un moment donné, et après qui redevient un ange, un démon. Et cette scène, je l'avais déjà, mais c'est collé sur cette musique seconde par seconde. Donc là, je pouvais pas. Et
il y a beaucoup de musique de John Debney qui a fait des musiques légères, un petit peu comiques, etc., mais qui donnent énormément aussi à la, je veux dire, oui, ça apporte un vrai plus. Au ressenti d'une saga, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. donc moi, je les mets en valeur. En fait, pour moi, c'est les mettre en valeur. Enfin, les mettre en valeur. Je m'en sers, mais ça met en valeur ce que je peux écrire. Ça me fait penser à Noob, justement, on en parlait, qui, les premières saisons, moi, je les ai découvertes vraiment au tout début, qui utilisait les musiques du Seigneur des Anneaux, là, notamment avec le bâton, j'ai perdu le nom, avec le bâton magique, là. Ouais. Et quand on revoit la scène aujourd'hui, ils ont été obligés de retirer les musiques parce que, bah, droit, parce que sinon ça disparaît et tout ça, malheureusement. Alors, c'est bien, il y a un compositeur qui a pu créer des musiques, mais du coup, en fait, la scène vraiment où Sparadrap colle avec, comme si c'était l'anneau, en fait, elle perd. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est dommage, en fait. Les musiques, alors les musiques de films, alors j'y suis très sensible parce que chaque fois que je vois un film, je me dis tiens, ça c'est terrible. Mais là, alors, on fait des quiz à la maison avec ma fille qui a 11 ans et qui commence à être très forte à ainsi parler ça à une fois au bout de 2 secondes. Bon, voilà. Mais les musiques de films ont un tel pouvoir sur moi, en tout cas, sur le côté est-ce que le film va être bon ou pas. La musique a intérêt à être vraiment au cordeau. Ouais. C'est terrible. Hein. Pour moi, c'est vraiment un truc. En fait, tu enlèves la bande son, le film il a plus la même saveur. Alors tu vois Psychose sans la musique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il se passe rien en fait. Mais pour pas faire peur, tu fais ça, tu baisses le son. C'est un acteur monstrueux et on s'en rend pas forcément compte, mais la musique. C'est un atout incroyable. Ça change tout. Ouais. Mais dans n'importe quel format, en fait, c'est pareil. Moi, j'allais dire tout de suite le jeu vidéo, un bon RPG sans sa musique, ça devient plat. Ça devient extrêmement plat. Ouais. Et ça change tout la musique. Hein. C'est toujours encore une fois l'audio en fait peut tout changer. Hein. Un ton aussi, un timbre de voix. Et puis t'as certains compositeurs aussi qui s'amusent vraiment avec le film, qui vont mettre un tempo particulier parce que. Bien sûr. Voilà, et il y a vraiment une construction artistique qui est immense en fait. On s'en rend pas compte. Vraiment, un film, c'est un petit miracle à chaque fois quand il est réussi. Hein. C'est vraiment. Il y a tellement de personnes qui vont intervenir et pour que quelque chose de vraiment très fort et notable sorte, c'est incroyable. C'est des paramètres qui sont totalement. Et puis un film va sortir à une époque, il va marcher, il va sortir à une autre époque, il va flopper en fait. C'est vraiment. Totalement. On a même l'exemple de certains films qui ont floppé à leur sortie et qui aujourd'hui sont devenus des films. Ça devient culte. Ça sont des films cultes quoi. Ça devient culte, bien sûr. Voilà, ouais. Bon. Et moi, Reflet d'Acide, en fait, le seul truc où là, j'ai été obligé de mettre le côté un peu commercial, c'est la BD parce que l'éditeur, évidemment. Forcément, oui. Et ensuite, j'avais des idées. J'ai fait des jeux de plateau. Un jeu de plateau qui a cartonné grâce à Ulule. Donc, j'ai pu le rééditer en 2023. Bien sûr. Ça aussi, c'était un petit miracle. Et donc, j'ai pu mettre, une certaine complexité dans le jeu de plateau Reflet d'Acide. Et j'ai encore une idée pour un jeu de plateau Manderalcor maintenant, voilà. Une histoire de pièces d'échecs, parce qu'on est les pions de nos divinités, donc forcément les prêtres vont essayer de drainer la magie. Bref. D'accord, il y a encore plein d'idées. Peut-être même que tu vas ressortir du plateau, tu auras encore plus d'idées. Je me fatigue moi-même. Mais là, tu nous tournes la perche quand même sur un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler d'aujourd'hui? Là, on en est où? Et les dernières actus, on est en mai 2026 à peu près. Oui, écoute, là, actuellement, donc j'ai eu la chance d'éditer un jeu. Alors, j'avais eu une idée de jeu en 2012. Non, en 2007. En 2012, je me dis, tiens, j'ai un peu de temps après la sortie de l'épisode, je sais plus lequel. Je me dis, tiens, et j'ai commencé donc à développer un jeu que je voulais simple. C'est pas devenu simple. Bon. On est allé sur des conventions, j'ai amené le jeu comme ça pour amuser les personnes qui venaient me voir. Et puis, il y a un éditeur, Edge, qui est venu me dire, le jeu a un potentiel, écoute, t'as un univers derrière, on va essayer. Ok, alors moi j'ai foncé à fond sur l'idée de faire un truc vraiment de plus en plus. Et le jeu, il n'arrivait pas à l'éditer parce que le studio n'était jamais prêt, etc. Et ils m'ont rendu les droits en 2017. Ils m'ont dit, désolé, l'éditeur, le gros éditeur qui nous a mangé, c'est Asmodée. Et maintenant, il veut que Edge ne s'occupe que de la partie Amérique du Nord. Ok. D'accord, donc ils ont dû abandonner ton projet. Donc ils m'ont rendu mes droits, bon, très bien, pas de souci. Et donc j'ai toqué à la porte quand même de quelques éditeurs, ils m'ont dit, ah non, le jeu est trop old school, trop complexe, il y a trop de matériel, ou alors non, que la partie
coopération. Ouais, il voulait pas prendre toutes les parties de tes idées en fait. Ouais, c'est ça. Alors que le jeu était équilibré, que ce soit, on peut y jouer seul à 2 ou à 3 contre le jeu, et de 2 à 12 si on a une grosse tablée, pour faire des parties de 4 heures comme un jeu de rôle en fait. Hein, Oui. mais chacun a sa campagne en fait. Mais en même temps, c'est assez marrant qu'on te dise ce jeu de société est trop old school parce qu'en fait, justement, il y a des gens qui aiment ça et c'est les gens qui achètent justement. Oui, c'est eux qui ont l'argent en réalité. c'est pas évident. Je comprends. Mais je comprends, ils veulent pas prendre de risques. Pour l'éditeur, c'est pas évident parce que lui derrière, il voyait le jeu pèse 3 kilos. 3 kilos, le transport, la fabrication, etc. Donc c'est pas facile non plus. Ouais, bien Et sûr. en plus, on était à une époque où on commençait à mettre des smartphones sur les plateaux. D'accord, oui. Donc oui, voilà, on se disait ça c'est l'avenir. Finalement non, parce que les gens, la plupart des joueurs aiment bien le côté. On laisse tomber on aime avoir du matériel Ouais, justement. non, on laisse tomber justement le smartphone. Oui, le smartphone, mais et on se concentre et sur. on aime bien avoir les petites figurines, Voilà, les petits trucs. Oui, sinon, moi, je suis le pas premier à être l'intérêt, accro de tout ça. Ah oui, pas hein. l'intérêt d'acheter un jeu de société. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du tout. Je suis Ouais, très mais je jeu de comprends. société, mais alors là, Et ouais, mais smartphone, non. dès lors qu'on te dit tiens, tu vas avoir besoin du smartphone pour jouer, Ah bah ouais. c'est pas. Ça enlève quelque chose. Ça enlève peut être quelque chose. sympa, hein. Franchement, il y avait de super idées. Il y avait des jeux de voilà où tu avais ton smartphone, mais du coup la batterie ça tombait. Oui. Il y avait d'autres problèmes en fait. Mais bon voilà. Donc voilà, moi je suis pas rentré, je suis donc old school, mais c'est pas grave. et là j'ai eu une autre idée maintenant de notre jeu de plateau, donc c'est reparti pour un tour quoi. Mais Et du coup, tu vas refaire un peu de démarchage, etc. Voir, ah ouais, non, j'essaye de le développer comme l'ancien, de façon à ce qui me plaise vraiment jusqu'au bout. Mais jusqu'à la dernière seconde, je savais pas. Et finalement, c'est Ulule qui m'a ouvert l'auto-édition. Les Kickstarter, quand même, ça reste quelque chose qui est. Les copains Noob qui m'ont dit, mais non, mais là, il y a que Noob, il y a que Ulule qui va te permettre de faire ça. Bah, eux Donc, fonctionnent comme ça. Bien entouré aussi par un designer Mago, le Mago aussi, qu'on retrouve chez Nullband, qu'on retrouve partout. Bah, Mago, on l'a reçu, voilà. en plateau. Il a trop de talent, ce garçon, et qui a fait le design aussi du jeu, etc. Donc voilà. Ça, voilà, un jeu qui a été réédité en plus en 2023. D'accord. Donc ça, c'est le gros projet récent. Et là, j'en ai un autre. Et en plus, ça aussi, ça c'est Pétulia qui, lors d'une campagne Ulule auprès des noobs, dit tiens, si on faisait un petit jeu de rôle noob. Oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc Fabien a dit, ben vas-y Pétulia, commence le jeu de rôle. Donc elle avait quelques idées, mais finalement, elle a dit bon, ben moi j'ai un vrai métier, toi tu vas t'en occuper. Donc, depuis 1 an et demi, là, on cogite. Ah ouais. Mais c'est moi. Est-ce que le jeu va être simple? Non. C'est old school. Ouais, il y a tous les dés, là. Il faut mais la communauté derrière, ça. Ouais, elle est là pour ça. Oui. Donc là, on est en train de tester des. Ils sont prêts à s'adapter. C'est là. Bah, écoute, du coup, on va s'arrêter là. Bah, c'était un plaisir. Bah, je te remercie en tout cas pour ce moment. Merci encore pour l'invitation. À très bientôt, certainement sur le festival. Peut-être qu'on se reverra. Ça marche. Donc profite bien et encore merci pour ta présence.